Chers téléspectateurs, merci d'être nombreux devant vos petits écrans pour suivre votre magazine, cette question d'actualité. Pour évidemment aujourd'hui parler de toutes les grandes questions d'actualité qui préoccupent au plus grand point tous les nombreux et nombreux Congolais de partout dans le monde. Nous avons aujourd'hui reçu M. Norbert, nous recevons aujourd'hui M. Norbert Yamba Yamba, qui est cadre de l'UDPS et panafricaniste. M. Norbert Yamba Yamba, bonjour. Bonjour. Et merci surtout d'avoir accepté de rehausser notre invitation. Monsieur Norbert Yamba Yamba, d'entrée de jeu, il faut ici signaler que nous allons aujourd'hui nous intéresser à l'an 1 au pouvoir de Félix Tshisekedi Tshilombo en sa qualité de président de la République démocratique du Congo. Méandre, réalité, attaque, tout ce qui s'est dit autour de ce grand homme. On en parle aujourd'hui avec M. Norbert Yamba Yamba. M. Norbert Yamba Yamba, d'entrée de jeu, ça fait une année que Félix Tshisekedi est au pouvoir. Ça fait une année que les Congolais attendent des réalisations. Est-ce que, à ce stade, vous pouvez vous permettre de dire que le décollage est réussi pour Félix Tshisekedi et son gouvernement? Merci beaucoup. Merci d'abord pour l'invitation et l'opportunité que vous m'offrez, n'est-ce pas, de parler du bilan du président de la République après une année d'exercice. Je dois vous avouer que le président vient au pouvoir le 24 janvier 2019. Et à ce moment-là, il ne trouve pas un gouvernement responsable parce que le gouvernement qui était là, le gouvernement Tshibala, a été démissionnaire. Et quand tout est en cause, le président devrait s'organiser comme pour montrer aux Congolais qu'il était très volontariste. Il a fait un certain nombre de promesses et qu'il voulait véritablement aller vite répondre à certaines préoccupations de la République. Donc les 100 jours. Et c'est comme ça qu'il a mis en place le programme de 100 jours. Et donc lorsqu'on est véritablement technique et que l'on voudrait apprécier la performance réalisée par le président après exercice d'une année, il est important d'établir son évaluation au regard des prévisions de ce programme des 100 jours. Et dans cette prévision, le président a prévu la question de la sécurité. Et vous savez, la situation à l'Est, c'est une situation très dramatique qui aujourd'hui préoccupe tous les Congolais. Et que la sécurité, donc, est un attribut de souveraineté. Il faut tout faire pour ramener véritablement la sécurité à l'Est. Le président a prévu également la question de la décrispation politique. Même si cette sécurité, on se plaint encore, hein. Bien entendu. Il y a encore des morts et des morts, les massacres continuent. Tout à fait. Je suis en train de faire l'évaluation, vous allez devoir me donner un petit temps. Et donc, la décrispation politique. En dehors de cela, le président a prévu un certain nombre d'actions autour de la question de l'éducation. L'éducation primaire, secondaire, etc. Le président a prévu des actions autour de la santé. Il a prévu des actions autour de l'agriculture, autour de la diplomatie. Et donc, tous ces éléments faisant commune, j'allais dire l'eau aussi, l'électricité, etc., les logements, ce sont des actions qui ont été reprises dans un programme qu'on appelait programme intérimaire ou programme des 100 jours. Ça coûtait un total de 492 millions de dollars. Et alors, sur les 492 millions de dollars, c'est très clair que lorsque j'ai suivi le directeur du cabinet du président de la République faisant l'évaluation de ces 100 jours, il a dit que, en termes des actions prévues et réalisées, c'est 70%. En termes de taux d'exécution du projet, du programme, c'est 64%. Même si ces données ont été
remise en question par le ministre, n'est-ce pas, des Finances, qui lui aurait proposé que le taux d'exécution c'est 5 ans, c'est 70, et les taux, n'est-ce pas, de performance c'est moins de 50. Est-ce que ces contradictions ne montrent pas finalement que il y a des paris d'autres? Le ministre de Finances qui n'est pas d'accord avec les chiffres avancés par le directeur de cabinet. Est-ce que nous ne sommes pas aujourd'hui au stade où la présidence n'est pas, le gouvernement n'est pas d'accord avec la présidence? Donc, il y a des problèmes. Il y a des problèmes, mais ça montre véritablement l'immaturité politique de l'élite. Tout simplement parce que le ministre des Finances, tout comme le directeur de cabinet qui a coordonné actuellement ce programme intérimaire, aurait pu régler ou harmoniser ces questions à l'intérieur du Conseil des ministres, parce que tous deux participent au Conseil des ministres. Ils ne l'ont pas fait, ils ont voulu scandaliser l'opinion. Pour quelles raisons, par exemple, M. Yobert Mamba? Bon, chacun a des raisons raisonnantes. Mais je voudrais dire que tous les deux, à entendre vous savez, le président est revenu par rapport à cette question, avec ce système de saute-mouton. Le président a demandé au gouvernement d'accélérer véritablement ce programme, surtout que la situation difficile, les circulations, de la fluidité de la circulation dans la ville. Et lorsque la commission s'est mise en place, sous la houlette du Premier ministre, on a vu le vice-premier ministre chargé du budget, le vice-ministre des Finances, le gouverneur de la banque, j'avais vu le ministre de l'urbanisme et habitat représenté par son directeur de cabinet. Il a été pris l'option qu'on accélère véritablement ce processus. Mais en termes de données, de chiffres qui ont été les statistiques, j'ai vu entendre le porte-parole de la commission, donc le vice-premier ministre chargé du budget, dire que les taux d'exécution, nageaient dans les 50 à 60. Tandis que le taux de performance nageait dans les mêmes proportions, probablement 50%. Et donc ni les statistiques qui ont été données par le directeur du cabinet, ni les statistiques données par le ministre des Finances. Et donc on a d'autres statistiques qui visiblement montrent très clairement qu'il y a encore des moyens qui peuvent soutenir l'action du président de la République. Ce qui est malheureux, c'est que on ressent le manque de concentration par rapport à ce qu'on fait, parce que toutes ces données, 3 ministres, 3 statistiques différentes, c'est pas correct. Cependant, je m'excuse beaucoup parce qu'il faut que je réponde à la question de fond. Qu'est-ce qui a été fait pendant cet exercice? La sécurité, je l'ai dit, à l'Est. C'est très clair. À Béni, il y avait 11 000 militaires qui étaient postés gentiment pour combattre contre tous ces criminels, toutes ces bandes armées, ces terroristes. Mais le président de la République, lorsqu'il est arrivé, il a estimé qu'il faut mettre fin véritablement à cette insécurité. Il a déployé, au lieu de 11 000, on est allé jusqu'à 21 000. C'est qu'il y a eu 10 000 d'ajoutés. Il a changé l'état-major qui était là. Il a pris ceux qui étaient à Kinshasa, il les a positionnés là-bas jusqu'à terminer la guerre. Parce que, croyez-moi, cette guerre a beaucoup d'explications qui véritablement renferment une sorte de divergence d'intérêts. Quand cela ne tienne... Donc vous croyez à la balkanisation, finalement? Je ne suis pas dans cette logique. Je n'ai pas encore expliqué cela, même si la balkanisation, ce n'est pas aujourd'hui qu'on en parle. C'est depuis des années, etc. Ça fait 60 ans qu'on parle de la balkanisation, qui est liée naturellement à nos richesses, à nos potentialités, pour lesquelles, il y a convoitise à l'extérieur, et beaucoup de vautours internationaux auraient souhaité naturellement qu'on puisse nous saucissonner comme on a saucissonné l'Afrique. N'est-ce pas, à Berlin, sur bas d'une carte mal dessinée. Quand cela ne tienne, le président a rassuré tout le monde qu'avec lui, la balkanisation n'aura pas lieu. Mais cela n'enlève pas, sincèrement, l'agenda de vautours qui, en réalité, ont travaillé dans cette perspective. Et le président est en train de déboulonner, j'allais dire, de déconjectionner, de déconstruire, de démolir cet agenda stratégique qui est mortel en utilisant ce que nous appelons une diplomatie agressive. Une diplomatie de développement demandant aux uns et aux autres
que le Congo est disponible avec toutes ses potentialités. Tout celui qui voudrait investir au Congo peut pouvoir venir investir, encore qu'il existe un canevas, ou quiconque qui vient, il existe des opportunités, et il s'insère dans ces canevas. Et les canevas voudraient dire qu'il faut aller dans une logique de la construction de valeur ajoutée. Ça veut dire, en fait, quand vous venez, si vous voulez extraire, c'est pas le minerai, il faut les transformer localement, il faut aussi les commercialiser. Ça crée une chaîne de valeur ajoutée, ça permet aux Congolais non seulement de trouver du travail, mais ça permet d'affouiller, n'est-ce pas, le marché, et le marché va permettre d'avoir de l'argent qui va construire des allocations rationnelles. Ces allocations seront affectées dans les différents secteurs de la vie nationale. Et tous les contacts qu'il a eu, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis. Ça, c'est dans le cadre du volet diplomatique. Diplomatique, et qui a une imbrication incidentielle sur la sécurité. Ben, les Congolais, parce que, croyez-moi, disent n'avoir rien vu. Non, mais écoutez. C'est qu'il est sorti, il est allé aux frais de la princesse. Il a utilisé les moyens de l'État, il se promenait pendant. Plus il est allé, on ne dirait pas ce problème, il a fait des voyages pendant plus de 10 mois. Et pour beaucoup, les retombées ne viennent pas, M. Yamayama, vous qui êtes de l'UDPS. Vous savez, messieurs les journalistes, lorsqu'on est dans une situation où les gens étaient enfermés comme des chiens ligotés, et lorsque on enlève la corde du chien, c'est une image que je donne, je ne dis pas que les gens sont des chiens, mais les chiens ont tendance à aller n'importe où, n'importe comment, parce qu'il est dans la liberté. Et le président de la République arrive au moment où la société était ligaturée, et il rend opérationnel les libertés individuelles et collectives, et chacun en profite, en abuse même, pour dire des choses qui frisent des incantations, j'allais dire une sorte d'adolescence retardée. Quand cela ne tienne, le président de la République, lorsqu'il arrive, il n'était pas allé en Occident dans un premier temps, il est allé auprès de nos pays voisins. Vous savez qu'on peut tout changer la géographie, on ne sait pas, on peut tout changer, mais on ne sait pas changer la géographie. Ce sont nos pays voisins, on ne sait pas les déplacer. On a intérêt de construire des synergies gagnantes, on a intérêt de construire des interactions. Le président d'aller au Rwanda, qui peut douter aujourd'hui dans notre pays, au regard des équilibrations, la guerre récurrente que nous avons connue à l'Est, ça a été défini comme une sorte de convergence d'intérêts. Convergence d'intérêts parce qu'il y a des relais à l'intérêt de la République qui tirent les dividendes à cause de cette guerre qui ne se termine pas. Il y a également dans la sous-région des sous-traitants. Mais à l'échelle internationale, mondiale, il y a des vautours internationaux qui sont des multinationales qui ont besoin véritablement des espaces géographiques d'insécurité pour qu'ils puissent davantage trouver leur compte en ayant des amis, des courtiers, des commissionnaires dans la sous-région qu'à l'intérêt de la République. Donc, M. Mbemba, pour la télévision, c'est le temps. Nous serons obligés de résumer parce qu'il y a beaucoup de questions que nos téléspectateurs nous ont envoyées pour que ces questions vous soient posées. Donc, on sera vraiment très résumé. Donc, brièvement, que dire justement de l'an 1, bon décollage ou raté? Non, mais comme le disent les gens de la Mouka. C'est un bon décollage, bien de grandes performances. J'ai parlé de la sécurité, j'ai parlé de la décrispation politique, tous ces prisonniers politiques sont sortis, les exilés sont revenus, les gens se promènent à travers le pays, ils organisent les randonnées, ils organisent leurs meetings, prenant le temps même de chanter, de danser. Ils n'ont peut-être pas de dossier de se concentrer, mais au moins le président leur a donné cette opportunité. Aujourd'hui, il y a l'enseignement, gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, on a fait 2 500 000 enfants qui étaient en situation de déperdition scolaire, qui aujourd'hui ont trouvé où étudier. Nous avons également plus de 138 écoles. Vous imaginez 138 écoles pendant combien de mois? 10 mois. Donc il n'y a que du bon. Il y a 45 centres de santé. 45 centres. Voilà, donc les gens parlent de plus en plus de saute-mouton. Les saute-moutons. Il y en a 7. Il y en a 7. Ben ça fait 10 mois, ça va faire une année, ça c'est évident. C'est vrai qu'il y a eu des échéances. Il n'y a rien. Et on a dépassé certaines échéances, ça va de soi. Mais ce qui est vrai, c'est que lorsqu'on compare le Sénégal, où Wade a été considéré comme le plus grand bâtisseur, c'est très clair que Wade a battu 6 saute-moutons à 12 ans. Le président Mobutu, qui a fait 32 ans, a battu 15 saute-moutons à l'échangeur.
Le président Kabila, 18 ans, un seul, du côté de Matete, vous savez, à cette place-là, après l'échangeur. Et le président Tshisekedi, 10 mois, 7. Qui sont encore inachevés. Et qui posent problème. On parle même de détournement. Et là, c'est très important parce que les Congolais doivent comprendre que être inachevé ne veut pas dire arrêter les travaux. Et ceux moutons ont commencé, il y en a ceux qui sont terminés. Quand je prends l'exemple de Kinsuka, pompage, c'est déjà terminé, il faut seulement l'assainissement. Quand je regarde l'avancée de travail de Sosimat et du rond-point Mandela, etc., il reste simplement 3 millions pour que ça se termine. Il y a eu une déclaration solennelle de la commission SPA qui a été chargée pour décaisser de l'argent de manière en procédure d'urgence pour que ces travaux se terminent. Il nous a été donné un délai. Qu'au plus tard, le 30 juin, lors de la fin de l'indépendance, on va fêter naturellement tous ces sautes-moutons. C'est que c'est très clair. Sur les 12 mois, le président de la République aura réalisé ce que d'aucuns ont réalisé, n'ont pas réalisé à autant d'années, plus de 2 décennies. Et donc, je voudrais aussi insister sur le fait que dans la voirie urbaine, il y a eu des routes, des avenues qui ont été choisies. 40 km. Kolumba, Université, Lombankadi, Koutou, tourisme. Tout est terminé. Ils se sont dégradés. Il y en a beaucoup qu'on a reparés, vite, qui se sont dégradés. Le travail mal fait, mais on n'a pas vu des gens arrêter. Oui, mais non, mais on n'est pas là justement pour arrêter. Lorsque on gagne un marché, on fait un contrat de partenariat. Celui qui a gagné le marché doit avoir donné des spécificités techniques de l'ouvrage qu'il a réalisé. Et donc, au terme de cet ouvrage, il existe un délai d'essai. Et au bout de ce délai, lorsqu'il y a dégradation, il a la responsabilité, si cela a été consigné en termes de dispositions contractuelles, que la personne puisse se refaire. Et parmi les routes qui ont été arrangées, celle Lombo-Makadi, qui à la fin, vers le marché, dont on a constaté quand même certaines dégradations. Et donc, je pense, celui qui a gagné le marché et qui a fait cet ouvrage doit pouvoir terminer cette histoire. Et donc, moi je pense, sincèrement, quand je regarde la vitesse, avec le maréchal Mobutu, on a beaucoup travaillé ici dans la ville de Kinshasa, et puis, généralement, dans un programme, on n'a jamais dépassé 30 km de voirie urbaine. Aujourd'hui, dans 10 mois, on en fait 40, s'il te plaît, de grâce. Le président de la République, pour stabiliser nos militaires, les sédentariser. Écoutez, il est allé au Kantachi, il a vu ce qui se passe. Les enfants étudiaient même sur les sols. Les gens n'avaient même pas de l'eau. Écoutez, qu'est-ce qui a été... Mais Monsieur Mbayamba, vous êtes en train d'encenser le chef de l'État, alors que vous savez que beaucoup de Congolais aujourd'hui sont mécontents, parce qu'on parle de marchés gré à gré qui ont été passés au niveau de la présidence de la République, qui a géré évidemment le programme spécial des 100 jours. On parle vous avez vu la cacophonie en termes de chiffres qu'il y a eu entre le directeur de cabinet du chef de l'État, le ministre des Finances et le vice-premier ministre de budget. Il y a même une commission d'enquête qui a été mise sur pied pour essayer de faire la lumière. Mais ça ne va pas. Il y a aujourd'hui, les gens, le Congolais se plaint de la corruption qui continue à se porter très bien. On n'a pas vu des autres arrêtés pour ça et cela. Qu'en pensez-vous, M. Mbayamba? Le président de la République, il est l'autorité morale de la République. Mais la République fonctionne avec une répartition de rôles. C'est ça la gouvernance. La gouvernance est une gestion où il y a multiplicité d'acteurs, chacun joue à sa partition. Raison pour laquelle vous savez qu'il y a un gouvernement, et à l'intérieur du gouvernement, il y a, n'est-ce pas, des ministères. Et vous avez, chaque ministère a un rôle bien déterminé. Et nous avons le Parlement, que ce soit l'Assemblée nationale ou le Sénat, chaque, n'est-ce pas, entité a un rôle à jouer. Le président doit donner l'impulsion. Je m'excuse beaucoup. Il y a aussi
le pouvoir judiciaire. Et vous avez la Cour de cassation, la Cour des comptes, les conseils d'État, et à différents niveaux, les cours et tribunaux d'une manière générale. Et nous avons aussi la Cour des comptes. Nous avons l'inspection générale des finances. Nous avons l'Agence nationale de renseignement qui est devenue l'agence d'intelligence. Nous avons la société civile. Et donc, nous avons les partis politiques. Et donc, chacun a un rôle dans la performance des institutions. Et donc, s'il advenait qu'on a des présomptions qui pèsent sur telle ou telle action qui a été réalisée, il me semble qu'il y a des gens qui ont des responsabilités naturellement pour faire le monitoring. Et donc maintenant, si à chaque occasion, même si quelqu'un va chier sur la route, et on va dire, écoutez, le président n'a pas vu qu'il a chié, mais écoutez, pourquoi il ne l'a pas arrêté? Non, mais écoutez, il faut arrêter des conneries. On est où là? Et c'est lui qui doit donner l'impulsion. Mais l'impulsion, ça veut dire quoi? Donc, il dit que tous les services doivent être requinqués, surtout les structures de dissuasion. Lorsqu'il est en train véritablement de rechercher des solutions pour les cours et tribunaux. Lorsqu'il est en train de mettre en place une cellule de changement de mentalité. Lorsqu'il crée un ministère de la jeunesse et de la citoyenneté responsable. Lorsqu'il il a annoncé bien entendu la création d'une agence nationale de lutte contre la corruption. Mais écoutez, où est parti le procureur général? Où est parti tous ces magistrats, ces substituts qui peuvent véritablement recourir aux infractions? Où sont-ils partis? Si dans l'hypothèse, le président commence à dire « Arrêtez-moi cet homme », on va dire quoi? On est en train de reconstruire la dictature. Il faut que chacun joue sa partition. Mais il va le faire comment? C'est en faisant le compte de certains ministres à tous les discours du président de la République. C'est pour conscientiser les uns les autres. Mon père me disait, dit Norbert, n'entendez pas qu'un jour qu'on vous donne un testament. Le testament, c'est ce que je dis chaque jour. Tout enfant intelligent, sage, aura compris ce que je dis et il devra incarner naturellement ce que je dis. Le président de la République, lorsqu'il prend position, il est en train de dire ce que lui pense, il est en train de donner sa vision, il construit la boussole et il demande aux uns et aux autres de jouer la partition pour que nous puissions véritablement avancer. Alors, M. Norbert, on va changer de chapitre, on me fait signe que le temps ne nous appartient pas, évidemment, il coule. On va parler tout à l'heure d'un sujet qui intéresse énormément les Congolais. Félix Tshisekedi est-il libre finalement de ses faits et gestes? On a l'impression il y a des faits qui, pour certains, traduisent le fameux blocage dans lequel serait un Tshisekedi qui n'est pas tout libre, qui doit voir Kingakati reste influent. Martin Fayulu l'a encore dit. Quel est votre point de vue à ce sujet? C'est que le président est-il libre? Il est encore sous la houette de Joseph Kabila. Il faut une dissolution du Parlement pour qu'il devienne libre. Votre réaction? J'ai deux choses. D'abord, la première chose pour terminer la première question, pour dire qu'il y a eu 492 millions de dollars. On a investi autant d'argent, j'allais dire 344 millions. Il reste un solde de 170 millions de dollars dans la caisse du programme intérimaire qu'il faut décaisser. Et pour terminer tous les sautes-moutons, il en faut 46 millions, qui est du reste un chiffre inférieur par rapport au solde du programme intérimaire. C'est très important. Et donc, si aujourd'hui on n'avance pas en vitesse optimale, c'est que quelque part, il y a des blocages, c'est lié aux humeurs des uns des autres, c'est lié aux agendas des uns des autres, et le président de la République voudrait quand même déconstruire cette manière de faire les choses, raison pour laquelle de nouvelles perspectives ont été prises et nous sommes en train d'avancer. Alors, donc il est vrai qu'il est bloqué à un certain niveau. Non, mais il est bloqué comment? Il y a des gens qui posent la vitesse dans la prise de décision. Vous savez que le président de la République, c'est un démocrate. En tant que tel, il est prisonnier de principes établis. Il ne peut pas, sur base d'une chaîne de dépenses, arriver à dire, en procédure d'urgence, faites-moi sortir autant. Non, non, c'est pas ça. On n'est plus en démocratie, ce n'est pas véritablement la gouvernance. Il préfère que cette chaîne soit suivie pour construire la traçabilité, c'est qu'on reprochait naturellement à l'ancien régime. Il ne peut pas tomber dans le piège. Et faisant confiance aux gens, parce que, bon, les gens estiment que voilà, c'est des lieux aussi. Et je pense qu'aujourd'hui, toutes les dispositions... On même qu'il est faible, qu'il n'arrive pas à quitter, à rompre avec
une forme d'emprisonnement dans lequel, de manipulation dans lequel il est. Non, non, il n'est pas. Le président n'est pas manipulé. De l'FCC qui continue à le tenir en état. Je cite M. Martin Frioul. Non, 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 le président n'est pas manipulé. Je le connais personnellement, j'ai travaillé plusieurs fois avec lui. Et il ne peut pas être manipulé, surtout pas avec les Congolais. Il connaît le jeu, il connaît les gestes, il connaît les gesticulations, mais c'est quelqu'un qui a un bon cœur, quelqu'un qui sait faire confiance à son interlocuteur, c'est quelqu'un qui sait justement gérer ses émotions toxiques, et c'est quelqu'un qui sait attendre le moment venu justement pour avancer, mais en donnant confiance à la déprogrammation déprogrammation mentale d'un interlocuteur, qui peut croire qu'à un moment donné, le président est idiot. Il ne l'est pas, bien au contraire, il a pitié parfois des actes, parfois incontrôlés, qui sont posés par ses interlocuteurs, qu'il considère comme des partenaires par excellence, sans lesquels on ne peut pas avancer, et on a besoin véritablement de ces synergies gagnantes. Alors, pour revenir à la question que vous posez, est-il bloqué ou non? Je dois vous avouer que la configuration des institutions de la République, j'allais dire de la Constitution de la République, aurait souhaité que ne prennent le gouvernement que ceux qui gagnent, qui ont la majorité parlementaire. Et généralement, lorsque on gagne, on a la majorité parlementaire, la tendance générale, c'est que ça remonte jusqu'à la présidence. La particularité de notre situation, c'est qu'il y a un président de la République qui vient de l'opposition, qui gagne les élections générales, en suffrage universel direct, mais au niveau, n'est-ce pas, des instances que je considère subalternes, qui constituent la majorité parlementaire, et c'est donc le FCC qui gagne, peu importe la qualité de cette victoire. Quand cela ne tienne, voilà, le président a fait des promesses à l'ensemble de nos concitoyens. Or, il n'a pas loti parce qu'il n'a pas si gagné. Et nous sommes en politique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le président aurait estimé, tout comme le FCC, parce que c'est pas le FCC qui signe l'ordonnance présidentielle. Et les deux ont estimé qu'on pouvait être ensemble et construire une équipe nationale pour faire booster la République. Parce que ce qui est plus important, c'est la condition de nos concitoyens. Raison pour laquelle on est en alliance, on est en partenariat. Mais écoutez, lorsqu'on est en partenariat, chers frères, c'est comme si on constituait une équipe nationale. L'équipe nationale, c'est comme un léopard. Mais pour constituer un léopard, il y a des joueurs qui viennent de Mazembe, qui viennent de Vita Club, qui viennent de DSMT, de la Renaissance, toutes les autres équipes. Ils sont choisis comme des professionnels qui viennent travailler à l'équipe nationale. Et donc, ces joueurs viennent simplement parce qu'ils ont leur équipe respective, ils ont leur coach. Mais quand ils arrivent à l'équipe nationale, ils trouvent un autre coach, qui est le président de la République, qui tient la boussole, qui donne des orientations et qui construit sa vision. Il n'est pas contrôlé. Bien entendu. Et quand il arrive, les joueurs arrivent, à cause des réalités manchémologiques, les joueurs, au lieu d'écouter le coach national, ça aurait pu être Ibenge, mais cette fois-ci c'est le président de la République, lorsque je prends l'image des politiques, Félix Tshisekedi, ils écoutent, oui, de temps en temps le président, mais ils écoutent plus les entraîneurs de leurs équipes de provenance. Conséquence, il y a court-circuit de temps en temps entre ce que dit le président et les équipes de provenance. Chers amis journalistes, lorsque vous lisez attentivement notre Constitution, l'article 169 vous dirait qu'il y ait concertation entre le président de la République et le gouvernement au travers de la personne du Premier ministre. Et que le président de la République est le président du Conseil des ministres. C'est que très clairement, le blocage peut venir du gouvernement, tout comme ça peut venir du président de la République. Mais le président de la République, il dit, ah, si dans l'hypothèse il y a blocage, et le peuple congolais, qui s'occupera de sa situation, mieux-vous se faire violence pour travailler dans la perspective de répondre aux préoccupations de notre peuple. Et cela exige naturellement une intelligence émotionnelle. Cela exige naturellement un peu de patience, surtout pour des entités qui s'étaient diamétralement opposées pendant plusieurs années, qui n'ont jamais travaillé, qui vivaient comme des chiens et chats. Ah, monsieur Mbemba, on nous fait signe qu'on est vraiment à la fin, donc on devrait citer une petite question, la toute petite, vous répondez très rapidement. Est-ce que l'ombre de Joseph Kabila pèse énormément sur Félix Tshisekedi, tel que un grand nombre
un certain grand nombre de Congolais l'affirment. La démocratie établit ce principe, établit ces règles de jeu. C'est cette démocratie, au travers de notre constitution, qui parle de la majorité parlementaire. Et cette majorité parlementaire a comme autorité morale Joseph Kabila. C'est qu'il est partie prenante aux décisions stratégiques de la République. C'est lui, à principe. Donc il pèse sur... il a son poids sur Félix Tshisekedi. Non, il ne faut pas dire qu'il a son poids sur Félix Tshisekedi. Il participe à la performance des décisions parce qu'il a un poids politique. Et Félix Tshisekedi est tenu aussi de tenir compte, n'est-ce pas, de ses préoccupations. Mais en tant que tel, parce que c'est lui véritablement le coach national, il pourra prendre en considération tous ces éléments, les mettre ensemble et prendre une décision qui apaise les uns les autres. Le faire, ce n'est pas un lèse-majesté, équipe de lèse-majesté, bien au contraire, faire preuve d'intelligence politique. Mais alors, comme notre peuple est dans le débat des quartiers, et là, le débat de riz, on n'est pas dans le débat de prospérité, et que l'élite politique prend tout son temps dans la danse, que dans la concentration, parce qu'ils n'ont pas, elle n'a pas de dossier pour analyser, etc. Même si c'était Martin Fayulu, qu'est-ce qu'il ferait à la place? Qu'est-ce qu'il ferait à la place? Il fera des prodiges. Voilà. Confrontation. Et confrontation, il faut savoir évaluer les forces des uns des autres. Nous avons passé 18 ans. Beaucoup ont même dit dans notre pays que c'était un pouvoir d'occupation, que c'était un pouvoir qui infantilise, imbécilise le peuple congolais, etc., et qu'il fallait partir. Combien de spécialistes, spécialistes de stratégie politique en Europe comme ici auraient souhaité que ce pouvoir parte? Personne n'a réussi. Et donc nous avons fait une lutte non violente. La lutte non violente suppose que c'est de la non violence active. Y mettre l'intelligence sans créer des graissements dedans. Et nous sommes véritablement, et nous avons réussi la première manche, parce qu'au moins là, nous sommes à la tête de l'État, et nous entendons véritablement gagner au fur et à mesure, parce que ce sont des Congolais. On ne peut pas venir véritablement devenir président de la République pour un groupe de personnes. Même les gens du FCC, peu importe leur comportement, leurs humeurs, etc. Ce sont des Congolais, et il a la responsabilité de construire la déprogrammation mentale, de changer leur mentalité pour leur dire ce qui est plus important, c'est notre peuple, et notre peuple a ses intérêts. Nous avons beaucoup bénéficié individuellement, chacun d'entre nous. Aujourd'hui, voyons voir notre peuple, parce que il est resté visiblement le dindon de la farce. Et ça, c'est la vision du président de la République. Et cette vision ne se réalise pas avec la chicotte. Monsieur Norbert Yamba, chers téléspectateurs, vous l'avez compris, c'est donc là, Monsieur Norbert Yamba, quelqu'un qui n'a pas sa langue dans la poche, un éminent analyste, quelqu'un qui a toujours participé à des grands débats, qui a toujours apporté sa contribution, parce qu'il estime que ce pays est aussi le sien, qu'il a aussi autant de contributions apportées, vu son expertise combien éminent. Monsieur Yamba, merci d'être venu. On termine cette émission. Je ne veux pas vous laisser avec quelques mots coincés dans la gorge. Terminer avec une petite adresse à la population au regard de tous les débats que nous venons de tenir ici sur le leadership ou non de Félix Tshisekedi. Bon, à notre peuple, tout mon respect. Nous vous avons respecté pendant plus de 38 ans. Et nous continuons à vous respecter. Et nous voulons travailler pour vous. Raison pour laquelle il y a un seul gars. Le peuple d'abord. Ce n'est pas pour rien, ce n'est pas pour s'amuser, ce n'est pas de la galerie. Le président, il travaille. Il travaille mort du cuisse. Mais il est dans un enjeu, il est dans une situation où il doit utiliser plus de tact, plus d'intelligence politique. Raison pour laquelle il le fait. Et il le fait bien. Vous trouverez votre compte. Encore que vous puissiez de temps en temps avant de prendre position, d'analyser les faits et ne pas tirer des conclusions non concluantes. Merci, nous sommes avec vous. Merci, monsieur Norbert Yamba. Je pense suffisamment que le peuple congolais est témoin à ce que nous avons des Congolais qui ont un savoir-faire incontestable, des éminents analystes. Aujourd'hui, nous avons reçu pour vous M. Norbert Yamba. Nous espérons que ce n'est pas la dernière fois. Beaucoup de sujets sont restés en suspens. Nous pensons que dans les jours à venir, nous pourrons en parler. Et ça, c'est dans le cadre de cette émission, cette question d'actualité. Merci à vous et bonne suite de programme sur la télé républicaine Télé 7.